Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Monsieur, madame, bonjour. Je suis très heureux, comme à l'accoutumée, comme chaque samedi, de vous retrouver pour notre magazine Carte sur table où, durant une trentaine de minutes avec mon invité, nous allons nous efforcer de décrypter l'actualité internationale de la semaine. Eh bien, depuis notre émission de la semaine dernière, justement, l'Afrique a été de nouveau au centre, je dirais presque à l'épicentre de l'attention des observateurs internationaux, avec plusieurs sujets que l'on peut qualifier d'importants. Il y a pour commencer, bien sûr, cette annonce de la part des autorités du Mali de reporter les élections présidentielles qui devaient avoir lieu, normalement, en février prochain, 2024, en accusant une fois de plus les autorités françaises à l'origine, selon elles, de ce retard, mais beaucoup plus vraisemblablement pour une incapacité à financer l'organisation de la consultation électorale. Un report qui arrange bien les affaires de la junte militaire, peu désireuse de rendre le pouvoir aux civils. Non loin de là, au Niger, la France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a finalement décidé le retrait de son ambassadeur à Niamey, un ambassadeur auquel le nouveau pouvoir militaire coupait les vivres, ainsi que celui de ses militaires basés dans le pays dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et pendant ce temps, la CEDEAO reste toujours aussi impuissante à intervenir, malgré ses grandes déclarations en faveur de la démocratie. De la démocratie, eh bien justement, il en sera question avec cette récente déclaration à la tribune de l'ONU du chef d'une autre junte militaire, celle de la Guinée cette fois, selon qui, je le cite, « Le modèle démocratique occidental est un échec pour l'Afrique. On ne pourrait mieux plaider pour l'instauration d'un régime autoritaire sur le continent. » La démocratie, parlons-en encore, avec la décision que vient de prendre une autre junte, celle du Burkina Faso, d'interdire désormais la présence et la vente du journal Jeune Afrique dans le pays, après avoir déjà interdit sur son sol RFI et France 24. En effet, la démocratie au Burkina ne semble plus être qu'un lointain souvenir. Toujours au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, le Haut-Karabakh, où l'exode des Arméniens se poursuit après l'offensive militaire azerbaïdjanaise et fait redouter de nouveaux massacres. Et pendant ce temps, la banquise de l'Antarctique fond comme neige au soleil, faisant craindre le pire pour l'avenir. Eh bien, voici tous les sujets que nous évoquons ce midi avec mon invité Ibrahima Thiam, président du mouvement d'opposition sénégalais à Notre Avenir et conseiller spécial d'Abdoul Baye, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de février 2024. J'ai intitulé ce carte sur table de ce samedi dernier, jour du mois de septembre, l'Afrique, toujours l'Afrique, encore l'Afrique. Ibrahima Thiam, bonjour et merci d'être avec nous ce midi sur Diaspora Vision pour répondre à mes questions. Bonjour Jean-Yves Duval, c'est moi qui vous remercie de votre invitation qui nous conduit à réfléchir et à nous interroger sur un monde en complète mutation et en proie à de nombreuses convulsions. Je le disais en présentant le sommaire de notre émission, la démocratie essuie actuellement de sérieux revers en Afrique et nous allons y revenir, à commencer par le Mali, qui vient donc de décider le report à une date non déterminée et non avancée, non communiquée, des prochaines élections présidentielles prévues en février 2024. C'était pourtant une des conditions fixées par la CEDEAO dans le cadre de la transition. Que faut-il penser, Ibrahima Thiam, de ce nouveau coup de canif constitutionnel au pays des colonels? Est-ce si surprenant que cela? Qui croyait vraiment que des élections démocratiques auraient lieu au Mali en début d'année prochaine? La surprise vient plutôt du prétexte trouvé
par la junte au pouvoir et le fait, une fois de plus, que la France est dénoncée comme bouc émissaire pour justifier ce report. De quoi s'agit-il? À entendre les autorités de Bamako, une société française, Idemia, pour ne pas la nommer, refuserait de communiquer les accès à une base de données nécessaire à l'organisation de cette élection. C'est elle qui, à partir de 2018, a en effet réalisé le recensement administratif à vocation d'état civil. Sauf que Bamako a toujours envers cette société une dette de 5 milliards de francs CFA, ce qui explique pourquoi la société en question refuse de réaliser le transfert des données, craignant sans doute de ne jamais être payée. Tout à fait. Et on peut la comprendre, d'autant mieux que la vraie raison est sans doute ailleurs. On évoque plutôt que derrière cette instrumentalisation des colonels pour faire accepter ce report par la population malienne, il y aurait surtout des difficultés financières de ce pays économiquement en grande difficulté et qui a beaucoup de mal à trouver des prêteurs pour le financer. Cet argument avancé par les autorités maliennes semble d'autant plus fallacieux qu'elles ont organisé, voici quelques mois, on s'en souvient, un référendum sans difficulté, où les Maliens se sont rendus dans les isoloirs en grand nombre, et a priori, le problème lié aux listes électorales n'a pas été un problème à cette date. Ce qui montre bien, vous avez raison, que cet argument avancé est un faux prétexte, qui cache mal deux raisons, le manque de liquidité et le peu de désir de solliciter le vote des Maliens qui pourrait désavouer le régime en place. On aurait pu s'attendre plutôt à ce que la junte évoque des problèmes sécuritaires, plus réels que jamais, empêchant l'organisation d'une consultation électorale. C'est bizarre, ne trouvez-vous pas? C'est très juste, car depuis quelques semaines, les combats ont repris avec violence avec la plupart des groupes armés du Nord, signataires d'un accord de paix en 2015. Et on assiste à des attaques meurtrières. D'ailleurs, lors de la consultation sur le référendum, il y a quelques mois, le vote n'avait pas pu être organisé dans ces régions. Non, je crains surtout que les colonels ne veuillent s'installer durablement au pouvoir au mépris d'élections libres et d'une démocratie dont on sait ce qu'ils en pensent, c'est-à-dire la pire des choses. Affaire à suivre. On ne quitte pas le Sahel, venons-en maintenant au Niger, pays voisin du Mali, où Emmanuel Macron, dans une interview télévisée accordée en début de semaine, a annoncé à la fois le retrait de notre ambassadeur à Niamey et de nos 1500 militaires stationnés dans le pays. Sylvain Ité est d'ailleurs rentré à Paris mercredi via une escale au Tchad à N'Djamena. Ce retour constitue-t-il pour vous une réelle surprise? Pas vraiment. Quand l'ambassadeur devait se contenter de rations militaires pour se nourrir, la situation devenait physiquement impossible pour lui et ses collaborateurs. J'imagine qu'on pouvait à tout moment lui couper l'eau et l'électricité, rendant toute vie normale impossible. Quant aux militaires, là aussi, cette décision d'Emmanuel Macron était inéluctable face à l'hostilité populaire en grande partie organisée qui se manifestait devant leur base de Niamey. J'imagine qu'une partie d'entre eux va être réaffectée au Tchad. Mais ce pays lui-même, après la mort d'Idriss Déby et la prise du pouvoir par son fils, connaît une certaine instabilité. On pourrait demain connaître le même sort que le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. On assiste depuis près de 2 ans à une contagion des régimes militaires dans la région du Sahel. Et je ne vois pas ce qui empêcherait qu'elle se poursuive et s'étende à d'autres pays. Est-ce que l'absence de réaction de la CEDEAO, qui promet depuis des semaines une intervention armée au Niger, mais aussi le peu de soutien des Américains et Européens, n'ont pas également pesé dans la balance pour un tel retrait qui est tout de même une forme d'échec de la France au Sahel? Bien évidemment, et la CEDEAO aura maintenant une bonne raison de ne pas intervenir, en avançant que
sans l'aide française, toute opération pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions est impossible. Le piège s'est refermé à la fois pour la France et pour la CEDEAO, qui a désormais perdu toute sa crédibilité dans la région et qui se voit elle-même menacée par l'extension des juntes militaires au détriment du régime civil constitutionnel. Le Sénat du Nigeria, dont le président du pays est actuellement aussi président de la CEDEAO, était lui-même opposé à une intervention militaire au Niger. C'est dire la difficulté de cette affaire. La démocratie est décidément bien mise à mal en Afrique de l'Ouest actuellement, avec notamment la décision que vient de prendre le Burkina Faso d'interdire la présence du magazine Jeune Afrique dans le pays, papier journal comme Internet. Qu'avez-vous envie de dire? D'abord, qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté de la presse et au-delà de la liberté tout court, de penser, de s'exprimer, que peut permettre une diversité des médias pour nous informer et nous aider à nous forger une opinion. On a un peu l'impression qu'avec les juntes militaires au pouvoir, on doit se satisfaire d'écouter la voix de son maître. Autrement dit, les seuls officiers qui gouvernent ces pays. C'est incroyable et inacceptable. Après une voix unique, à quand un parti unique? Cette décision est d'autant plus choquante qu'elle fait suite à l'interdiction de RFI et de France 24, comme d'ailleurs au Mali. On comprend mieux la réaction de la junte quand on sait que le motif présenté est qu'un article de Jeune Afrique évoquait la grogne qui montait dans les casernes, autrement dit un crime de lèse-majesté. Et on a d'ailleurs appris depuis qu'il y avait eu une tentative de putsch par des officiers, putsch qui a été évidemment immédiatement réprimé. Donc il n'y avait pas de fumée sans feu en lisant l'article de Jeune Afrique. C'est le motif invoqué. Mais si ce n'avait pas été ça, dites-vous qu'ils auraient trouvé autre chose. En outre, on a fermé une radio nationale au motif qu'elle avait interviewé un opposant au régime militaire nigérian. En fait, les militaires au pouvoir, comme tous les systèmes autoritaires, ne supportent pas l'opposition et la contestation. Mali, Niger, Burkina Faso, on voit combien dans ces pays la démocratie est mise à mal, pour ne pas dire plus. Or, c'est précisément ce moment qu'a choisi le président de la Guinée, un autre chef d'une junte militaire, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya, pour justifier ces derniers jours à la tribune de l'ONU l'intervention des militaires en politique. Et plus encore, il a proclamé, je le cite, l'échec du modèle démocratique occidental sur le continent. N'est-ce pas là gravissime, Ibrahim Thiam, et ne s'agit-il pas d'un appel au meurtre de la démocratie en Afrique? Cela y ressemble fort, en effet. Pour lui, seul l'Occident pourrait vivre en démocratie et que la greffe de celle-ci n'a pas pris en Afrique. Selon lui, ce système a entretenu un système de pillage des ressources et de corruption des élites africaines. C'est oublier que dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, les militaires ont été les premiers bénéficiaires de cette corruption. Il a ainsi jeté lui-même un pavé dans son jardin. Reconnaissez qu'il a habilement détourné la question en prétendant que les vrais putschistes sont ces présidents qui manipulent les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. Que répondez-vous à cette rhétorique qui n'est pas sans fondement? L'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill disait lui-même, je le cite de mémoire, « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres », signifiant par là qu'aucun système de gouvernance politique n'est parfait, mais que certains sont meilleurs que d'autres. Je rappelle quand même que la définition de la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ce qui fait que le peuple est souverain, à l'opposé des systèmes autocratiques ou autoritaires. Vous avez raison de le rappeler, Jean-Yves Duval, car on l'oublie trop, souvent en effet. Et depuis la République de Platon, le monde n'a pas connu mieux en matière de liberté. Alors, en disant ce qu'il dit, le colonel Doumbouya ne cherche qu'à justifier
et à légitimer les différents coups d'État des militaires en Afrique de l'Ouest. C'est aussi, lorsqu'il parle de rompre avec l'ancien ordre mondial, hérité de la Deuxième Guerre mondiale, une façon de s'aligner sur les politiques russes et chinoises. En réalité, il affiche ainsi ses préférences, ce qui ne surprendra personne. Nous avons évoqué la semaine dernière à ce même micro la situation dramatique de l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh où aujourd'hui près de 3 millions d'habitants s'apprêtent à prendre la route de l'exil face à l'intrusion armée de l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre arménien a déjà parlé de près de 20 000 déplacés. Est-ce qu'on n'a pas là à nouveau le risque d'un nouveau génocide arménien, d'une nouvelle forme d'épuration ethnique? C'est du moins ce que semble redouter la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, qui a aussi dénoncé l'abandon de l'Arménien par la Russie et a tenu l'Azerbaïdjan pour responsable du sort de la population arménienne. Il faut que d'urgence, une action diplomatique internationale se mette en place pour stopper cet exode et que puisse se réinstaurer un dialogue constructif entre Bakou et Erwan. Il faut aussi que des forces d'interposition interviennent afin d'éviter des massacres. Est-ce que nous n'avons pas encore là une illustration du découpage des frontières opéré par l'Union soviétique, si l'on sait que la région du Haut-Karabakh est peuplée d'Arméniens depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ et que ce n'est que depuis 1921, autrement dit sous Lénine, après sa révolution de 1917, qu'elle a été rattachée à l'Azerbaïdjan. C'est très juste. C'est dans la suite de ce qu'on voit aussi avec la Crimée. On avait également connu une pareille situation en Yougoslavie, lorsque Tito avait réuni en 1945 la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Macédoine, la Slovénie et le Monténégro. Et cette même Yougoslavie s'est disloquée en 1991, chaque pays retrouvant son indépendance. Et ce genre de situation se retrouve un peu partout dans le monde. J'aimerais qu'on change totalement de sujet en même temps que d'hémisphère pour nous arrêter un instant sur l'Antarctique où, selon des scientifiques, la banquise n'a jamais été aussi petite. N'est-ce pas là un nouveau signe inquiétant pour la planète, bien entendu? Ce sera là d'ailleurs la dernière question de cette émission, Ibrahim Mathiam. Bien sûr que oui. Et vous faites bien d'évoquer ce sujet dont nous parlons régulièrement, car c'est le devoir des journalistes d'alerter l'opinion publique et celui des hommes politiques de s'emparer de ces situations catastrophiques pour tenter d'y apporter remède. Si la banquise fond en été et se reconstitue en hiver, le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, elle se reforme à un rythme inhabituellement lent. Pendant très longtemps, la superficie de la banquise était restée stable. Mais aujourd'hui, son étendue diminue anormalement. Un phénomène dû au réchauffement des océans. Actuellement, son étendue est de près de 17 millions de kilomètres carrés. Mais il aurait perdu environ 1 million de kilomètres carrés, soit près de 2 fois la superficie de la France. Et le drame, c'est que cette tendance pourrait s'étaler sur le long terme, avec des risques de déstabilisation de la calotte glaciaire, constituée d'eau douce. Une montée du niveau des eaux catastrophique est inévitable. Un réchauffement climatique. Il y a donc aussi urgence à agir avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, c'est sur ces dernières paroles, peu réjouissantes, que nous allons nous quitter et refermer notre magazine Cartes sur table, le dernier du mois de septembre. Eh bien, merci Ibrahim Mathiam de nous avoir apporté votre éclairage, toujours aussi pertinent, et à nos auditeurs de nous avoir suivis avec la même fidélité et une belle constance à l'écoute de Radio Diaspora Vision. Je vous donne rendez-vous à tous samedi prochain, même lieu, même heure, si vous le voulez bien, et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.
Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.